tous, on vous espère nombreux derrière l'écran et connectés au premier atelier de la série Adopter les éco-gestes, une série qui vous est proposée par nos partenaires, les défricheurs, les petits débrouillards et le réseau Express Jeunes. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment faire des économies d'eau. Vous êtes sans doute pas sans savoir qu'en 2015, les presque 200 États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, qu'on intitule l'agenda 2030. Et dans cet agenda, l'objectif de développement durable numéro 6, c'est garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis cette thématique au programme du mois de novembre, qui est le mois de l'économie sociale et solidaire dans lequel on s'inscrit. Donc, je laisse sans plus tarder la parole à Élie, qui va développer la thématique. Merci Anne-Laure. Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer tout d'abord par faire un petit tour d'horizon de ce qu'on va faire aujourd'hui. Le déroulement que va un peu prendre cette séance. Donc on va commencer par trois grandes questions d'introduction. Ces trois grandes questions, on va être amené à y réfléchir pendant toute la séance et on y reviendra à la fin, en conclusion, pour voir quelles réponses on peut y apporter. Ces trois grandes questions vont être: l'eau est-elle un bien public? Pour vous aider à réfléchir un peu à cette question, l'eau est-elle un bien public? On va commencer par définir ce qu'est un bien public. Un bien public, c'est quelque chose qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un l'utilise n'empêche pas les autres de l'utiliser, et qui n'est pas non plus privatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir payer pour avoir cet accès. Chacun peut y avoir accès librement, quelle que soit sa situation. Deuxième question, est-ce que les actions privées et individuelles, telles que par exemple couper l'eau en faisant la vaisselle, en se brossant les dents, etc., ont réellement de l'impact? On va voir par la suite qu'est-ce qui compte ou pas dans la gestion de l'eau au niveau mondial. Est-ce que nos petites actions personnelles, finalement, ont un impact au niveau global? Et enfin, en conclusion, est-ce que les Français consomment trop d'eau? J'aimerais commencer cette présentation en faisant un petit tour d'horizon de la consommation d'eau au niveau mondial. Tout d'abord, est-ce que vous avez une idée du pays qui consomme le moins d'eau par personne? C'est-à-dire en litres par personne, globalement, ce sont des informations qui sont données par l'ONU. Est-ce que vous auriez une idée du pays qui consomme le moins par personne? Je dirais un pays du Sahel, d'Afrique. Un pays d'Afrique, ouais. Alors effectivement, c'est bien un pays d'Afrique. Je vais vous en proposer deux. Voilà, un petit jeu comme ça. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt le Tchad ou est-ce que c'est plutôt le Congo? Donc, le pays qui consomme le moins de litres par personne au monde, c'est le Congo. Et une fois que ça c'est dit, à votre avis, combien de litres par personne et par jour consomme un Congolais? Alors le résultat va peut-être vous surprendre, mais il faut voir que c'est pas uniquement l'eau qui est consommée, par exemple pour boire, pour se laver, etc. C'est toute la consommation du pays rapportée au nombre d'habitants. D'accord? Donc je vais vous proposer 4 réponses. Est-ce que la quantité consommée par personne et par jour est de 13 litres par jour, 20 litres par jour, 34 litres par jour, ou bien 50 litres par jour? Je répète une deuxième fois. Est-ce que c'est plutôt 13 litres par jour, 20 litres par jour, 34 litres par jour ou 50 litres par jour? Je dirais 20. 20? En fait, c'est un peu plus. C'est 34 litres par jour.
Et vous allez voir que vous avez l'impression, 34, bon, on imagine déjà, voilà, là j'ai une bouteille d'eau d'1 litre, ce qu'on boit à peu près en une journée, on a l'impression que 34 c'est énorme. En fait, c'est pas si énorme que ça si on rapporte à l'ensemble des activités humaines. Vous allez voir un peu en élément de comparaison, je vous ai trouvé ensuite le pays qui consomme cette fois le plus de litres par personne. Et j'ai là 4 propositions une fois de plus. Est-ce que le pays qui consomme le plus de litres d'eau par personne et par jour est les États-Unis, le Qatar, le Turkménistan ou le Luxembourg? Est-ce que le pays consommant le plus d'eau par personne et par jour est les États-Unis, le Qatar, le Turkménistan ou le Luxembourg? Les États-Unis? Les États-Unis, Anne-Laure, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je connais pas tous les pays cités, mais je sais que les États-Unis, c'est un grand pays. Donc, je dirais les États-Unis aussi. Alors effectivement, les États-Unis consomment beaucoup, mais ils sont très très loin d'être le pays qui consomme le plus par personne et par jour. Le pays qui consomme le plus par personne et par jour est le Turkménistan. Donc le Turkménistan, où est-ce que c'est? Donc le Turkménistan, c'est un petit pays d'Asie centrale, Asie mineure, pas loin. On connaît le grand Kazakhstan globalement qui est juste au sud de la Russie. Et bien le Turkménistan, c'est un des pays qui est juste au sud du Kazakhstan. Et donc combien de litres par personne et par jour, à votre avis, consomme-t-on au Turkménistan? Je vous rappelle que au Congo, c'était 34 litres par jour et par personne. Au Turkménistan, combien consomme-t-on de litres par jour et par personne? Comme c'est assez abstrait, je vais encore une fois vous donner 4 réponses possibles. Est-ce que c'est 3622 litres? Est-ce que c'est 6005 litres? Est-ce que c'est 11 263 litres? Ou est-ce que c'est 16 281 litres? Par jour? Par jour et par personne. Wow. Ben, 3006, ça me paraît déjà énorme, donc je dis ça, mais je suis pas sûre de la réponse. Eh bien, la réponse, c'est 16 281 litres par personne et par jour au Turkménistan. Alors, c'est absolument énorme, hein, et c'est en fait une exception. Le deuxième pays qui consomme le plus par personne et par jour, qui est le Chili, n'est même pas à 6000 litres par personne et par jour. Alors pourquoi maintenant, vous êtes en train de vous demander pourquoi le Turkménistan consomme tant? Qu'est-ce qui fait qu'il consomme tant? Eh bien, je vais vous demander un peu de patience. On va y revenir dans pas si longtemps que ça avec une petite histoire. Mais d'abord, voilà, on est français, ou en tout cas on habite en France en ce moment. Moi, en tout cas, vous, je ne sais pas. Et donc la France dans tout ça. À votre avis, la France, voilà, on a les deux extrêmes un peu, 34 litres par personne et par jour pour le Congo, 16 280 pour le Turkménistan. En France, où est-ce qu'on en est? Combien consomme-t-on? Combien consomme-t-on par litre, par personne et par jour? Est-ce qu'on est plus proche de 524 litres, de 1244 litres ou de 2302 litres? Je répète, 524 litres, 1244 litres ou 2302 litres par personne et par jour, toujours. Je pense qu'on est dans la fourchette haute, 2000. Eh bien en fait, non. La France est plutôt un pays moyen en ce qui concerne la consommation d'eau. On est à 1244 litres par personne et par jour. Alors ça reste quand même énorme évidemment comparé au Congo, mais par rapport aux grands pays qui consomment eux plus de 5000 litres par personne et par jour, on est finalement encore assez en deçà. On avance petit à petit et on va commencer à se demander, ben voilà, on voit qu'on consomme de l'eau, beaucoup d'eau, et c'est pas que pour boire, parce que même si vous buvez tous 1,5 litre d'eau par jour, il reste encore 1243 litres à faire pour avoir votre consommation à la journée. Alors d'où est-ce que ça vient cette consommation? Il y a deux aspects principaux. Ces deux aspects vont être l'industrie et l'agriculture. Et il y en a un qui pèse un peu plus que l'autre.
c'est l'agriculture. Et quelle est la part de cette agriculture dans la consommation d'eau mondiale? Alors, vous pouvez me dire à la dizaine près. Donc en haut, je vous laisse me répondre entre 0% et 100%, toutes les dizaines, donc 10%, 20%, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la part de l'agriculture dans la consommation d'eau mondiale? Si ça prend beaucoup de place, c'est au moins 50%. Alors, en fait, c'est beaucoup plus, c'est 92%. Waouh, 92. 92% de l'eau consommée dans le monde est consommée par l'agriculture. Et donc l'agriculture, pourquoi elle consomme de l'eau? Pour deux choses principalement, hein. Pour la production de viande, donc de bétail, enfin pas que de viande, ça peut être aussi de produits laitiers, mais on va regrouper ça dans l'élevage. Donc pour l'élevage et pour l'irrigation. Un truc voilà qu'on a un peu tous, par exemple, bon, on va au restaurant, on demande une bavette, voilà. Combien de litres d'eau ça représente, ça? Combien de litres d'eau il faut pour produire 1 kg de viande de bœuf? On est sur la viande de bœuf, et je vous donne un petit indice supplémentaire. La viande de bœuf, c'est la viande qui est le plus demandeuse en eau de très loin. Donc encore une fois, on est sur une moyenne mondiale, hein. Il est évident que les vaches produites par exemple en France vont être moins demandeuses en eau que les vaches produites aux États-Unis en moyenne. Mais cette fois au niveau mondial, combien faut-il de litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf? Est-ce qu'il faut 4500 litres? Est-ce qu'il faut 8000 litres? Est-ce qu'il faut 15 500 litres? Ou est-ce qu'il faut 20 200 litres? Je répète, pour produire 1 kg de viande de bœuf, est-ce qu'il faut 4500 litres d'eau, 8000 litres d'eau, 15 500 litres d'eau ou 20 200 litres d'eau? 15 000. 15 500? Oui. Effectivement, c'est 15 500. Voilà, donc 15 500, sachant que vous connaissez un peu les histoires de densité, donc 1 litre, c'est équivalent à 1 kg. Donc il faut 15 500 kg d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Ça laisse songeur. Alors bon, après, ça reste la viande qui consomme le plus, hein. On descend très vite, mais on descend très vite et c'est quand même toujours assez haut, hein. Le porc, par exemple, c'est 15 500 litres. Pardon, pas du tout. 4 500 litres, excusez-moi. Le poulet, on va être à 4000 litres d'eau. Et pour vous donner une comparaison un peu plus pour l'irrigation, par exemple, le riz, ça va être 3000 litres d'eau tout de même, pour produire 1 kg de riz. Donc l'irrigation, c'est pas en reste. Et pour produire, il faut de plus en plus d'eau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la consommation de nourriture à l'échelle mondiale, encore une fois, est en constante augmentation. Et cette augmentation de la quantité de nourriture, quand on sait que la nourriture vient de l'agriculture, et qu'on l'a dit, l'agriculture compte à 92% dans la consommation mondiale d'eau, ça a un impact. Et je vais vous poser encore une nouvelle question. En 100 ans, c'est-à-dire depuis 1910 jusqu'à 2010, par combien a été multipliée au niveau mondial la consommation d'eau par personne? Par combien a été multipliée la consommation d'eau par personne? Est-ce que cette consommation d'eau a été multipliée par 5, par 10, par 3 ou par 24? En fait, c'est un peu moins. Ça a été multiplié par 5. Alors pourquoi ça a été multiplié par 5? Parce qu'en fait, dans les pays où on consommait déjà beaucoup, on va dire les pays les plus industrialisés, comme la France, on n'a pas énormément augmenté notre consommation de nourriture, et donc la consommation d'eau. Et dans les pays les moins développés, la consommation de nourriture a beaucoup augmenté, proportionnellement, mais comme ils consommaient déjà pas beaucoup, ça n'a pas fait une énorme multiplication au niveau mondial. C'était déjà pas eux les premiers pays qui consommaient de l'eau. Mais bon, 5 fois, ça reste quand même déjà très important. Et c'est pas tout. Vous avez sans doute entendu parler, et on va en reparler un peu plus tard, qu'aujourd'hui, l'eau
a un autre nom. L'eau, c'est aussi appelé l'or bleu. Pourquoi l'or bleu? Parce que c'est devenu une ressource de plus en plus rare. Les stocks d'eau renouvelables, c'est-à-dire ceux qui peuvent être reproduits dans les sols, dans les nappes phréatiques, etc., après la consommation, eh bien, ils diminuent de plus en plus chaque année. Du coup, les stocks d'eau potable qui sont directement utilisables sont de plus en plus faibles. Et du coup, pour pallier à ça, les grands pays consommateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont importer leur eau. Ils vont importer leur eau depuis les grands pays où il y en a. Par exemple, un pays qui est très riche en eau, c'est le Canada. Le Canada, il y a énormément d'eau. Eh bien, les USA importent énormément d'eau du Canada. Mais alors, qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça crée des circulations d'eau au niveau mondial qui vont aller des pays soit les plus dotés en eau, soit également les plus pauvres, vers les pays les plus riches, qui vont finalement avoir la main mise sur l'eau au niveau mondial. Et l'attitude de ces grands pays peut avoir également un impact sur les plus petits pays. Pour poursuivre, je vais vous raconter une histoire assez connue, peut-être que vous la connaissez déjà, mais qui montre finalement à quel point l'attitude d'un grand pays peut avoir une influence sur toute une région. C'est l'histoire de la mer d'Aral. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la mer d'Aral, c'est un lac, encore une fois, en Asie mineure. Et autrefois, c'était une mer, un peu au même titre que la Méditerranée, bon, quand même pas à ce point, plutôt comme la mer Noire. Voilà. C'était une mer intérieure également, où on pêchait chaque année des millions de tonnes de poissons. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 1960? L'Union soviétique, donc à l'époque, c'était pas encore la Russie, c'était toujours l'URSS, a décidé que le Kazakhstan avait des étendues extrêmement vastes qui étaient parfaitement propices à la culture de céréales. Pas que de céréales, également, on va le voir, de coton. Alors effectivement, on avait tout le terrain, on avait des beaux terrains plats, des sols plutôt très bons, mais il y avait un problème. Le Kazakhstan, c'est un pays sec. Ce sont des steppes qui sont désertiques. Alors du coup, qu'ont décidé de faire les soviétiques? Eh bien, c'est très simple. Ils ont détourné l'eau des fleuves qui servaient auparavant à remplir la mer d'Aral pour aller irriguer les cultures. Et ainsi, chaque année, la mer d'Aral perdait de 20 à 60 km3 d'eau. Du coup, quand ça a commencé en 1960, en 1970, la mer d'Aral avait déjà perdu 9 dixièmes de sa surface. Deux résultats. Le premier, évidemment, un assèchement. Et cet assèchement, bon, outre les images spectaculaires que vous pourrez trouver sur Internet avec les bateaux posés sur le sable, il a également fait monter le taux de salinité de l'eau. Le taux de salinité, c'est la concentration de sel dans l'eau. Et évidemment, moins il y a d'eau, plus il y a de sel dans l'eau qui reste. Ce taux de salinité qui augmente, évidemment, il a changé le milieu de vie pour des tas et des tas d'espèces, en particulier les poissons. Il y avait, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais essayer de le retrouver, sinon on va dire à peu près, une vingtaine d'espèces endémiques. Donc des espèces endémiques, c'est des espèces qui ne sont présentes qu'à cet endroit du globe. Une vingtaine d'espèces endémiques de poissons dans la mer d'Aral. Elles ont toutes disparu. Disparues par cette augmentation de la salinité, par l'assèchement, qui a fait que tout simplement il y a des poissons qui se sont retrouvés sur le sol, complètement à sec, mais également par la concentration de pesticides. Bah oui, si vous mettez à avoir des immenses champs de céréales et des immenses champs de coton, forcément vous déversez des tonnes et des tonnes de pesticides. Et bon, en 1970, c'était encore moins surveillé que maintenant. Donc résultat, qu'est-ce qui se passait? Paf! L'eau de pluie qui faisait directement aller les pesticides dans les fleuves, et ces fleuves se retrouvaient dans la mer d'Aral, empoisonnant les poissons qui n'étaient déjà pas morts,
de la hausse de la salinité. En bref, toute la zone a été complètement à la fois desséchée et pour les parties qui n'étaient pas totalement sèches, détruites, car il n'y avait plus aucun poisson. Alors vous allez me dire, bon, c'est une catastrophe de la biodiversité, effectivement c'est affreux, on en entend déjà parler tous les jours, mais c'est même pas seulement une catastrophe de la biodiversité. Il y a aussi un véritable problème humain derrière, puisque finalement les pays qui se trouvaient autour de cette mer d'Aral, ils se servaient de la mer d'Aral comme d'un réservoir, un réservoir pour la pêche, qui était l'une des principales économies de la région. En asséchant complètement la mer d'Aral, les soviétiques ont privé toute la zone de leur activité principale, entraînant ainsi des milliers de personnes dans la pauvreté. Pourquoi je vous parlais de cette histoire? Pour bien vous montrer que nous avons aujourd'hui une grande question, et c'est pas pour rien qu'au début je vous ai demandé si l'eau était un bien public. Je ne sais pas si vous en rappelez, la toute première question que je vous ai posée en introduction de cette présentation, c'est est-ce que l'eau est un bien public? Et je pense qu'on peut sérieusement considérer cette question quand on voit qu'aujourd'hui, justement, des grandes puissances peuvent s'attribuer l'eau et impacter tous les pays voisins sans aucune conséquence. Comme si justement l'eau était un bien public qu'ils pouvaient puiser librement. Et c'est un peu le double tranchant. Le fait que ce soit un bien public, ça veut dire que chacun est libre d'en profiter, ce qui pourrait paraître une bonne chose. Mais le problème avec l'eau, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le cycle de l'eau, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, ça va dans les nuages, ça redescend, ça fait des rivières, des fleuves qui ensuite vont dans la mer et les océans. Mais si les pays qui sont à la source, le plus en amont du fleuve, puisent toute l'eau, et nécessairement, les pays les plus en aval n'auront plus la possibilité de disposer de cette eau. Donc en fait, en disant que tout le monde peut y avoir accès, c'est un peu faux. Ça entraîne forcément que s'il y a une surexploitation d'une partie des consommateurs, il y aura des impacts à tous les niveaux. On s'est beaucoup posé la question, là pour l'instant, dans le monde entier. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu de comment ça se passe dans le monde entier, et on y reviendra par la suite. Alors, visiblement, je ne peux pas vous montrer mon écran, mais j'essaierai de transmettre un lien YouTube que je vous invite à aller regarder, qui fait justement un résumé de cette question de l'or bleu. Donc, je le donnerai à Amitel qui pourra vous le transférer sur Facebook ou par je ne sais quel biais. Et je vous invite à regarder cette vidéo qui, justement, met en exergue toutes ces questions. Je vais essayer de me recentrer un peu sur la France, déjà parce qu'on a parlé de sujets assez graves. On va essayer de redescendre un peu en température, même si évidemment tout n'est pas parfait en France. Soyons honnêtes, ça se passe quand même mieux que dans beaucoup d'autres pays. Et ensuite, parce que je pense que c'est en impactant directement sur la France qu'on peut commencer à faire les premiers pas. En effet, c'est plus simple d'impacter sur la politique et la gestion de l'eau en France que d'essayer directement de le faire à l'échelle mondiale. Et ce qu'on va essayer de vous donner tout au long de cette série d'interventions, ça va être également des pistes pour pouvoir améliorer la situation. Pas simplement vous dire les choses vont mal et vous laisser comme ça en plan. C'est pour ça aussi, je le précise déjà, je vous le répéterai après, que j'aurai une deuxième vidéo pour vous, qui est une vidéo qui a été publiée et qui recense des bonnes nouvelles sur la question de la gestion de l'eau. Et on va reprendre sur la question de la France. Donc en France, on a vu combien on consommait d'eau par personne, et on va mettre en exergue maintenant une petite dualité. La dualité entre l'eau qui est prélevée et l'eau qui est consommée. Ce qu'on a vu tout à l'heure, je vous rappelle les chiffres pour la France, 1244 litres par personne et par jour, c'est l'eau qui est prélevée. Mais cette eau qui est prélevée, elle n'est pas forcément perdue. Il y a une partie qui sert, par exemple, pour le chauffage, qui est directement rendue au milieu après son utilisation. Il y a une partie, en revanche, qui n'est pas directement rendue, soit qui doit être retraitée, soit qui est directement absorbée par des organismes, notamment dans le cas de l'agriculture, ça c'est l'eau de consommation. On va essayer de mettre un peu en avant la différence entre les deux et voir comment on peut agir directement, plutôt, vous l'aurez compris, sur l'eau de consommation, puisque l'eau de prélèvement, finalement, c'est un peu moins problématique. Donc je vais vous demander, on va commencer par le prélèvement, et on va avoir 4 grands pôles en France
je vais vous demander de classer ces grands pôles de celui qui consomme le plus d'eau à celui qui en consomme le moins. Les 4 grands pôles vont être l'énergie, l'industrie, donc industrie en règle générale hors production d'énergie, l'irrigation et l'eau domestique. Eau domestique, ça veut dire l'eau que vous consommez chez vous chaque jour pour boire, pour faire votre vaisselle, pour vous toucher, etc. Donc je répète, classé dans l'ordre de quantité d'eau prélevée, ces 4 domaines, l'énergie, l'industrie hors énergie, l'irrigation et l'eau domestique. L'agriculture est comptée dans l'irrigation? L'agriculture est comptée dans l'irrigation a priori. C'est des chiffres de l'agence ICO, qui est l'Institut de contrôle de l'eau en France. Et je pense qu'il, j'ai pas super bien compris, mais je pense qu'il compte l'ensemble de l'agriculture dans l'irrigation, d'après ce qu'ils avaient l'air d'écrire. Bah, du coup, je propose agriculture, irrigation en 1. S'ils ont distingué l'énergie et l'industrie, je mettrai l'énergie en 2, l'industrie en 3 et l'eau domestique en 4. Ok. Eh bien, en fait, en France, c'est en premier l'énergie, ensuite l'industrie, ensuite l'irrigation, et enfin l'eau domestique. Pourquoi en France c'est particulièrement l'énergie? Est-ce que vous auriez une petite idée? À cause du nucléaire. À cause du nucléaire, exactement. Vous savez comment ça marche, le nucléaire? Pourquoi ça utilise de l'eau? Il faut refroidir, non, les centrales. Effectivement. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est utiliser de l'eau de refroidissement. Vous savez, toute la fumée, je ne sais pas si vous avez déjà vu une centrale nucléaire, mais toute la fumée qui sort des cheminées de la centrale nucléaire. En fait, tout ça, c'est de la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau qui est utilisée pour refroidir tout le processus de formation de l'énergie. Et comme en France, bah, l'immense majorité de notre énergie provient du nucléaire, c'est effectivement l'énergie qui consomme le plus d'eau. Ensuite, l'industrie, et ouais, et pas l'agriculture, parce qu'au final, bah, en France, on est un pays qui est pas très sec. On n'a quasiment pas besoin d'irriguer. Donc la seule eau qu'on utilise pour l'agriculture, c'est pour les animaux. Et c'est pour les animaux, on n'en a pas tant besoin que ça non plus. C'est uniquement quand on n'a pas un accès à l'eau directe, par exemple, dans certaines exploitations agricoles, ils vont avoir une réserve d'eau pour l'eau de pluie qui directement est réutilisée pour les animaux, ou bien une partie de l'eau qui est directement récupérée dans ce qu'on appelle le fourrage. En gros, quand l'animal mange, eh ben, il absorbe aussi une partie de l'eau qui est présente dans les plantes. Et du coup, au final, la seule vraie partie de l'eau qui est utilisée en agriculture, alors pas que évidemment, vous me direz qu'il y a certaines cultures en particulier où des fois on apporte de l'eau, on peut penser aux tomates, au maïs dans le sud de la France, mais en règle générale, c'est uniquement pour l'élevage. Ce qui fait que finalement c'est une part assez moindre. Et enfin évidemment l'eau domestique qui finalement ne représente pas tant que ça. Alors je vais vous donner, vous me dites pas tant que ça, c'est pas très précis, et vous avez raison. Je vais donc vous donner les pourcentages officiels donc, qui ont été faits par l'Agence de l'eau en 2012. Donc on est à 64% pour l'énergie, on est à 10% pour l'industrie, 9% pour l'irrigation, et autant pour moi, en fait, l'eau potable, c'est plus que ça, c'est 17%. Donc j'ai donné le mauvais ordre, je me redis. L'énergie en premier, l'eau potable, donc l'eau de consommation domestique en deuxième, à 17%, l'industrie en troisième à 10%, et l'irrigation en quatrième à 9%. Ça, c'est pour l'eau prélevée, c'est-à-dire que l'eau qu'on va prendre dans le milieu, utilisée. Mais il y a une partie de cette eau qui est prélevée qui va être directement rejetée dans le milieu. Donc dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la consommation. La consommation, c'est l'eau qu'on va prélever et qu'on ne va pas remettre dans le milieu. D'accord? Donc je vais vous demander un peu le même travail de classement, mais cette fois-ci au niveau de la consommation. Encore une fois, entre l'énergie, l'industrie hors énergie, l'irrigation et l'eau domestique. Lequel consomme le plus? Lequel consomme le moins?
Et moi, je pense que j'avais compris, désolé, la première question dans ce sens. Donc, je reprends un D'accord? peu mon ordre du début, à savoir irrigation, énergie, industrie, eau domestique. Ok. Alors, pas encore tout à fait, mais on est bon au moins pour le premier. Ok. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'irrigation qui est le premier. Pourquoi? Pour le coup, c'est assez évident. C'est-à-dire que quasiment toute l'eau qui est utilisée pour l'irrigation est consommée et n'est pas prélevée. Quand on donne à boire à une vache, la vache va absorber cette eau. À la limite, elle va la rejeter sous diverses formes, par exemple l'urée, etc. Enfin, l'urine, etc. Mais elle ne va pas être directement réutilisable sous la forme. Pour les plantes, c'est pareil. Les plantes vont utiliser l'eau pour leur croissance, mais elles ne vont pas directement la rejeter sous une forme utilisable. Il y en aura une partie qui sera rejetée par évapotranspiration, mais qui servira à former les nuages, etc. Donc qui ne va pas directement être réutilisable au même endroit. Donc en premier lieu, l'irrigation à 48%. En deuxième lieu, l'eau potable, donc l'eau domestique. Oui, parce que à part quand vous arrosez vos plantes ou que vous lavez votre voiture, et encore quand vous lavez votre voiture pas trop, mais l'eau doit être retraitée derrière. Soit vous l'utilisez pour votre consommation, soit elle doit être retraitée avant d'être rejetée dans la nature. Donc en deuxième lieu, cette eau domestique à 24%. En troisième, l'énergie, qui finalement, rappelez-vous, représente 64% des prélèvements, mais uniquement 22% de la consommation, car la grande majorité est réutilisable directement, c'est pas quelque chose qui est pollué, sauf pour des types d'énergie polluants et sauf pour une partie qui peut être touchée par des choses radioactives, qui du coup a besoin d'être retraitée avant d'être mise en circulation. Et enfin l'industrie pour 6%, encore une fois, dans les process industriels, à part quand c'est un agroalimentaire, c'est utilisé uniquement pour refroidir, et du coup, on peut encore la réutiliser telle qu'elle. Donc, pour la consommation, je répète, tout d'abord l'agriculture, donc l'irrigation. En deuxième lieu, l'usage domestique. En troisième lieu, l'énergie. Et en quatrième lieu, l'industrie. Et ça va nous ramener à une deuxième question que j'avais posée tout au début. Est-ce que les actions privées, est-ce que les actions individuelles, telles que couper l'eau en faisant la vaisselle, en se brossant les dents, etc., ont réellement de l'impact? Et bien, quand on voit que l'usage domestique représente un quart de la consommation, effectivement, ça a de l'impact. On peut au moins impacter sur un quart de la consommation. Et je dirais même plus, parce que là, j'ai cité uniquement des exemples qu'on peut faire à la maison assez facilement, il suffit de tourner un robinet. Mais il est aussi possible de changer ses pratiques alimentaires. Par exemple, en diminuant sa consommation de viande, en essayant de prendre des produits un peu plus locaux qui viennent d'endroits où les fruits et légumes ont pu pousser sans avoir recours à l'irrigation. Rappelez-vous, l'irrigation, c'est 48%. En additionnant la partie liée à l'agriculture et la partie liée aux eaux domestiques, on obtient à peu près 75%. Donc par des actions individuelles, en changeant ses modes de consommation, on peut agir sur 75% de la consommation d'eau en France. Et c'est pas rien. Alors, il y a toutefois un mais à cette question. C'est que effectivement, on peut agir sur cette partie en France, mais déjà ça agira que partiellement, parce que même si on diminue notre consommation de viande et qu'on ferme le robinet, il y a toujours de l'eau qui est utilisée. Ça ne représentera pas la totalité de la consommation. Et deuxièmement, à l'échelle mondiale, la France, on l'a vu, est plutôt dans la moyenne en termes de consommation par personne. Et du coup, c'est pas forcément en faisant par nous-mêmes, en tant que Français, qu'on va pouvoir agir au niveau mondial. Là, vous voyez, j'essaie de donner des arguments et des contre-arguments, de faire un peu la discussion, pour que vous essayiez de vous forger un peu votre propre avis sur la question. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par exemple, lorsqu'on va acheter quelque chose au supermarché, je l'ai déjà un peu évoqué précédemment, mais je reviens dessus, on peut regarder l'origine des choses. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des assèchements qui avaient eu lieu en mer d'Aral, notamment avec les plantations de coton. Aujourd'hui, et on va en parler encore plus la semaine prochaine, donc je vous invite à être présent la semaine prochaine, il y a tout un tas de labels qui permettent de certifier que les productions ont été faites dans un respect d'un certain nombre de règles. Et ces règles impliquent notamment des questions d'irrigation et d'utilisation des ressources en eau et en pesticides. Et ils impliquent également une provenance.
dans les matériaux de base. Donc, en essayant de faire un peu plus attention à ce qu'on achète, à leur provenance, aux labels qui sont utilisés, je vous en parlerai la semaine prochaine, soyez là, et également à des gestes du quotidien, on peut avoir un impact sur la consommation et un impact global. Si on se met à consommer moins dans les pays qui ne respectent pas toutes les normes que nous, Français, avons, et bien forcément, ça va diminuer la production là-bas, puisqu'ils auront moins de parts de marché. Donc vous pouvez agir, même au niveau mondial. Alors effectivement, pas massivement, soyons honnêtes, mais vous pouvez agir. Et si tout le monde se met à agir chacun de son côté au niveau individuel, c'est clair que les choses peuvent changer, même à une échelle mondiale. Et cette deuxième question a amené un peu sur la troisième. J'ai commencé à un peu déborder. Vous vous rappelez que la troisième question sur laquelle je voulais qu'on discute était le fait que les Français consomment trop d'eau. Si je vous posais la question, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que vous pensez que nous, Français, nous consommons trop d'eau? Oui. Moi, oui, certainement. Et puis il y a la question aussi de la distinction peut-être eau potable et eau usée. Le fait aux toilettes de l'utiliser de l'eau potable, c'est assez choquant, non? C'est vrai. Alors ça, c'est vrai que c'est un des principaux trucs qu'on entend dès qu'on parle d'eau, c'est-à-dire que nous, on fait nos besoins dans de l'eau potable. Et c'est une forme d'aberration, surtout que dans des tas de pays, ils n'ont aucun accès à l'eau potable, ou en tout cas très peu. Et nous, on a accès, tout le monde en France a accès à l'eau potable. Et pourtant, et peut-être du coup, justement, on l'utilise n'importe comment et on se permet d'en faire des choses que n'oseraient pas d'autres pays. Donc effectivement, dans ce sens-là, il y a une forme d'aberration. C'est-à-dire que comme on a une ressource abondante, en tout cas en France, eh ben, on se permet de l'utiliser de la manière que d'autres n'hésiteraient pas. Et on a l'impression, on se dit, oui, bon, la France, c'est un pays riche, c'est pour ça, tout le monde a accès à l'eau potable, c'est normal dans les pays riches. Alors je vous arrête une seconde. On n'a pas besoin d'aller dans des pays pauvres pour avoir des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous allez simplement aux États-Unis. Vous traversez l'Atlantique, les États-Unis, on ne va pas dire que c'est non plus le pays le plus pauvre du monde. Vous savez combien il y a de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable aux États-Unis? 5 millions qui n'ont pas d'accès quotidien à l'eau potable. Donc on n'a pas besoin d'aller bien loin. Et effectivement, ces questions, on doit se les poser. C'est pas parce qu'on se dit qu'en France, on a l'eau potable en abondance qu'il suffit d'ouvrir le robinet et du coup on finit par finalement perdre un peu toute la valeur de cette eau qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Mais dans le même temps, est-ce que... Voilà, j'ai dit quand même que la France était dans la moyenne et finalement, elle est dans la moyenne, mais on a vu qu'au niveau de la consommation, ça allait. Au niveau agricole, on n'en consomme pas trop. Au niveau domestique, bon, on a entendu qu'on faisait un peu des folies, mais ça peut encore aller. Donc finalement, est-ce qu'en tant que Français, on peut pas se dire, on en fait déjà assez, il faudrait un peu que les autres en fassent plus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait d'abord essayer d'imposer nos règles aux autres avant de commencer à tenter de les rendre encore plus dures pour notre pays? Je ne sais pas si c'est en imposant les choses qu'on arrive à ces fins. En tout cas, peut-être avant de donner des conseils, essayer, je dis bien essayer l'exemplarité. Du coup, en tout cas, être dans la dynamique de faire mieux et aussi s'inspirer de ce qui peut se faire ailleurs. Je prends un exemple du coup de toilettes, de certaines toilettes dans les pays du Sahel. Voilà, ils utilisent des toilettes sèches et ça fonctionne. Ils utilisent même l'urine pour derrière irriguer leur culture. Bon, après, il faut qu'elle composte pendant un certain temps. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on est un pays riche, et encore faudrait définir le pays riche. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a aussi beaucoup d'inégalités, mais qu'on ne peut pas s'inspirer de choses qui marchent dans d'autres pays qui ont moins l'accès à l'eau que nous. Et puis c'est vrai que l'eau, ça sera peut-être la denrée rare de demain,
Alors, essayons peut-être d'anticiper un peu pour mieux vivre demain et de nous tirer vers le haut, en fait, tous ensemble. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Mais elle était compliquée, la question. C'était le but, mais oui, tout à fait. On va finir avec la dernière question, qui était en fait la première. Est-ce que l'eau est quelque chose à laquelle chacun doit pouvoir avoir accès? Et est-ce que l'eau n'est pas exclusive? C'est-à-dire, est-ce que le fait que quelqu'un ait de l'eau n'empêche pas les autres d'en avoir? À l'échelle mondiale, on dispose de suffisamment d'eau pour que l'ensemble de la population puisse subvenir à ses besoins sans problème. Simplement, comme pour la nourriture, l'eau n'est pas très bien répartie. C'est même encore pire que la nourriture, puisque pour le coup, même si on le voulait, on ne pourrait pas faire pleuvoir dans les régions où il ne pleut pas, et à l'inverse, assécher les régions où on a des surplus d'eau. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler en tant qu'humain. Et avec la question du réchauffement climatique que nous connaissons tous, avec la question de l'augmentation de la demande en nourriture, avec la question de l'assèchement des nappes phréatiques, avec la question également de la pollution des eaux, se pose plus que jamais la question de l'accès et du partage de cette eau. Est-ce que l'eau appartient au pays dans lequel elle est stockée? Est-ce que l'eau appartient au pays dans lequel elle est tombée? Est-ce que parce qu'un pays dispose d'immenses nappes phréatiques, de grands lacs, de grands fleuves, il dispose de droits en priorité sur cette eau? Ou est-ce que l'eau est finalement une denrée mondiale qui doit être distribuée entre tous les êtres humains? Et la question est encore plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Parce que admettons qu'on dise l'eau doit être partagée entre tous les êtres humains. C'est bien. Comment réussir à transporter l'eau d'un pays à l'autre sans la dénaturer? Comment réussir à faire dire à des pays dont la population est plus importante qu'ils ne sont pas censés utiliser plus d'eau que les pays en amont, parce que sinon les pays en amont n'auront pas accès aux fleuves? Qui doit gérer cette question? Est-ce que ça doit être des questions qui se gèrent au niveau mondial, quitte à tomber dans les mêmes travers que l'agriculture avec de la spéculation sur les cours de l'eau, comme on a pu avoir de la spéculation sur les cours des denrées alimentaires? Est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être géré entre les pays d'une même région? Une agence africaine de l'eau, une agence européenne de l'eau, qui existe déjà, une agence américaine, mais dans ce cas-là, comment faire? Parce qu'il resterait la question que certaines régions seraient plus pourvues d'autres. Il n'y a pas vraiment de réponse facile à cette question. Il n'y a pas de réponse facile parce que chaque décision peut avoir ses inconvénients. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le problème n'est toujours pas résolu. Vous vous doutez bien que s'il y avait une réponse évidente, le problème n'en serait plus un depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu la loi du plus fort qui prime. Celui qui est en amont, ou bien celui qui a le plus d'argent, qui va se permettre d'aller récupérer de l'eau par-ci par-là pour pouvoir assouvir ses besoins. Et tant pis si les autres pays, ma foi, ont des problèmes. Mais ça marche pas comme ça. Et il y a déjà des tensions qui vont au-delà de la simple tension diplomatique. Vous parliez tout à l'heure de la région du Sahel, avec raison. Il y a notamment tout autour du fleuve Zimbabwe en Afrique, des véritables tensions, même au niveau des tensions militaires. Et ces tensions ne vont faire qu'augmenter avec la progression de la désertification, la raréfaction de l'eau, forcément, ces tensions vont de plus en plus éclater. Et l'eau, c'est la ressource la plus vitale. On ne peut pas vivre sans eau. C'est un fait. Donc nécessairement, si la vie des gens est en danger, les gens seront prêts à se battre, à prendre les armes pour la défendre. Et c'est ça qu'il faut empêcher. C'est ça qu'il faut réfléchir en amont. C'est pour ça que économiser l'eau, ce n'est pas simplement un geste, comme pourrait l'être manger bio pour protéger l'environnement. Non, non, même pas uniquement. Effectivement, on protège l'environnement en sauvegardant l'eau, mais on protège aussi l'humain. On protège aussi
la paix dans le monde, on a un impact sur tout un ensemble de facteurs. Donc réfléchir sa consommation d'eau, et pas uniquement sa consommation du robinet, ça passe par sa consommation en produits, des produits du quotidien, des vêtements, de la nourriture. Réfléchir sa consommation en ayant toujours dans la tête cette petite voix qui nous dit attention, est-ce que ça a été produit sans utiliser trop d'eau? Est-ce que ça respecte l'accès de l'eau à tous les peuples? Et là, c'est quelque chose qui va permettre de faire avancer le débat, de faire avancer la société, et peut-être de commencer à régler ces différentes problématiques sur l'eau. Voilà, je pense que je vais conclure là-dessus pour cette séance, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions, mais peut-être juste un commentaire sur cette question de l'eau. C'est tout ce que tu as dit, mais je pensais aussi au coût que ça peut avoir, cette gestion de l'eau, alors que finalement, c'est un bien qui nous arrive gratuitement, donc il faut la préserver et en préserver sa qualité. Sur l'approvisionnement, ce que tu disais par rapport à la gestion et la coopération entre les pays, il s'agit là qu'on essaye de mettre en place une équité par rapport à l'accès à l'eau, parce que c'est un bien essentiel pour nous tous. Encore merci, et donc rendez-vous pour le prochain atelier qui aura lieu le 12 novembre à 18 h en Facebook Live, évidemment, en espérant qu'on puisse mettre en place plus d'échanges. Merci encore et bonne soirée à tous.